Un beau silence, dit le vieillard en savourant un verre de vin, jaune comme la topaze, que le père Panfil en personne venait d'apporter devant Mercédès. Dirait-on qu'il y a ici 30 personnes qui nous demandent à rire. Eh, un mari n'est pas toujours gai, dit Caderousse. Le fait est, dit Dantès, que je suis trop heureux en ce moment pour être gai. Si c'est comme cela que vous l'entendez, voisin, vous avez raison. La joie fait quelquefois un effet étrange. Elle oppresse comme la douleur. Danglars observa Fernand, dont la nature impressionnable absorbait et renvoyait chaque émotion. Allons donc, dit-il, est-ce que vous craindriez quelque chose? Il me semble, au contraire, que tout va selon vos désirs. Et c'est justement cela qui m'épouvante, dit Dantès. Il me semble que l'homme n'est pas fait pour être si facilement heureux. Le bonheur est comme ces palais des îles enchantées, dont les dragons gardent les portes. Il faut combattre pour le conquérir. Et moi, en vérité, je ne sais en quoi j'ai mérité le bonheur d'être le mari de Mercédès. Le mari, dit Caderousse en riant. Pas encore, mon capitaine. Essaye un peu de faire le mari, et tu verras comme tu seras reçu. Mercédès rougit. Fernand se tourmentait sur sa chaise, tressaillait au moindre bruit, et de temps en temps essuyait de larges plaques de sueur qui perlaient sur son front, comme les premières gouttes d'une pluie d'orage. « Ma foi, dit Dantès, voisin Caderousse, ce n'est point la peine de me démentir pour si peu. Mercédès n'est point encore ma femme, c'est vrai. » Il tira sa montre. « Mais dans 1 heure et demie, elle le sera. » Chacun poussa un cri de surprise, à l'exception du père Dantès, dont le large rire montra les dents encore belles. Mercédès sourit et ne rougit plus. Fernand saisit convulsivement le manche de son couteau. « Dans 1 heure, dit Danglars, pâlissant lui-même. Et comment cela? Oui, mes amis, répondit Dantès, grâce au crédit de M. Morel, l'homme après mon père, auquel je dois le plus au monde. Toutes les difficultés sont aplanies. Nous avons acheté les bancs, et à 12 heures et demie, le maire de Marseille nous attend à l'hôtel de ville. Or, comme 1 heure et 1 quart viennent de sonner, je ne crois pas me tromper de beaucoup en disant que, dans 1 heure 30 minutes, Mercédès s'appellera Madame Dantès. Fernand ferma les yeux. Un nuage de feu brûla ses paupières. Il s'appuya à la table pour ne pas défaillir, et malgré tous ses efforts, ne put retenir un gémissement sourd qui se perdit dans le bruit des rires et des félicitations de l'assemblée. « C'est bien agir, cela, hein ?» dit le père Dantès. « Cela s'appelle-t-il perdre son temps, à votre avis? Arrivé d'hier au matin, marié aujourd'hui à 3 heures. Parlez-moi des marins pour aller rondement en besogne. » « Mais les autres formalités, objecta timidement Danglars. Le contrat, les écritures. »« Le contrat, dit Dantès en riant. Le contrat est tout fait. Mercédès n'a rien, ni moi non plus. Nous nous marions sous le régime de la communauté. Et voilà, ça n'a pas été long à écrire, et ce ne sera pas cher à payer. » Cette plaisanterie excita une nouvelle explosion de joie et de bravoure. « Ainsi, ce que nous prenions pour un repas de fiançailles, dit Danglars, est tout bonnement un repas de noces. Non pas, dit Dantès, vous n'y perdrez rien, soyez tranquille. Demain matin, je pars pour Paris. 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir. Un jour pour faire en conscience la commission dont je suis chargé. Et le 10 mars, je suis de retour. Au 11 mars, donc le véritable repas de noces. » Cette perspective d'un nouveau festin redoubla l'hilarité au point que le père Dantès, qui au commencement du dîner se plaignait du silence, faisait maintenant, au milieu de la conversation générale, de vains efforts pour placer son vœu de prospérité en faveur des futurs époux. Dantès devina la pensée de son père et y répondit par un sourire plein d'amour. Mercédès commença de regarder l'air au coucou de la salle et fit un petit signe à Edmond.
Il y avait autour de la table cette hilarité bruyante et cette liberté individuelle qui accompagne, chez les gens de condition inférieure, la fin des repas. Ceux qui étaient mécontents de leur place s'étaient levés de table et avaient été chercher d'autres voisins. Tout le monde commençait à parler à la fois, et personne ne s'occupait de répondre à ce que son interlocuteur lui disait, mais seulement à ses propres pensées. La pâleur de Fernand était presque passée sur les yeux de Danglars. Quant à Fernand lui-même, il ne vivait plus et semblait endamné dans le lac de feu. Un des premiers, il s'était levé et se promenait de long en large dans la salle, essayant d'isoler son oreille du bruit des chansons et du choc des verres. Caderousse s'approcha de lui au moment où Danglars, qui il semblait fuir, venait de le rejoindre dans un angle de la salle. En vérité, dit Caderousse, à qui les bonnes façons de Dantès, et surtout le bon vin du père Pamphile, avaient enlevé tous les restes de la haine, dont le bonheur inattendu de Dantès avait jeté les germes dans son âme. En vérité, Dantès est un gentil garçon, et quand je le vois assis près de sa fiancée, je me dis que c'eût été dommage de lui faire la mauvaise plaisanterie que vous complotiez hier. Aussi, dit Danglars, tu as vu que la chose n'a pas eu de suite. Ce pauvre monsieur Fernand était si bouleversé qu'il m'avait fait de la peine d'abord, mais du moment qu'il en a pris son parti, au point de s'être fait le premier garçon de noces de son rival, il n'y a plus rien à dire. Caderousse regarda Fernand. Il était livide. Le sacrifice est d'autant plus grand, continua Danglars, qu'en vérité, la fille est belle, peste. L'heureux coquin que mon futur capitaine. Je voudrais m'appeler Dantès 2 heures seulement. Partons-nous, demanda la douce voix de Mercédès. Voici 2 heures qui sonnent, et l'on nous attend à 2h15. Oui, oui, partons, dit Dantès en se levant vivement. Partons, répétèrent en chœur tous les convives. Au même instant, Danglars, qui ne perdait pas de vue Fernand, assis sur le rebord de la fenêtre, le vit ouvrir des yeux hagards, se lever comme par un mouvement convulsif, et retomber assis sur l'appui de cette croisée. Presque au même instant, un bruit sourd retentit dans l'escalier, le retentissement d'un pas pesant, une rumeur confuse des voix mêlées, un cliquetis d'armes, couvrirent les exclamations des convives, si bruyantes qu'elles fussent, et attirèrent l'attention générale, qui se manifesta à l'instant même par un silence inquiet. Le bruit s'approcha. 3 coups retentirent dans le panneau de la porte. Chacun regarda son voisin d'un air étonné. « Au nom de la loi !» cria une voix vibrante, à laquelle aucune voix ne répondit. Aussitôt, la porte s'ouvrit, et un commissaire, ceint de son écharpe, entra dans la salle, suivi de 4 soldats armés, conduits par un caporal. L'inquiétude fit place à la terreur. « Qu'y a-t-il » demanda l'armateur, en s'avançant au-devant du commissaire qu'il connaissait. « Bien, certainement, monsieur, il y a méprise. »« S'il y a méprise, monsieur Morel, » répondit le commissaire, « croyez que la méprise sera promptement réparée. En attendant, je suis porteur d'un mandat d'arrêt, et quoi que ce soit, avec regret que je remplisse ma mission, il ne faut pas moins que je le remplisse. Lequel de vous, messieurs, est de mon Dantès ?» Tous les regards se tournèrent vers le jeune homme, qui portait mieux, mais conservant sa dignité, fit un pas en avant et dit « C'est moi, monsieur, que me voulez-vous » ?»« Edmond Dantès, » reprit le commissaire, « au nom de la loi, je vous arrête. »« Vous m'arrêtez » dit Edmond, avec une légère pâleur. « Mais pourquoi m'arrêtez-vous ?»« Je l'ignore, monsieur, mais votre premier interrogatoire vous l'apprendra. »